Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immobilier en France. En effet, l'INSEE a publié les prix de l'immobilier ancien jusqu'au deuxième trimestre et ça donne l'opportunité de revenir sur ces questions immobilières, comment discuter, comment interpréter, regarder ce marché immobilier. Alors, une remarque au préalable, le marché immobilier français est très hétérogène. On n'a pas un marché de l'immobilier, on a toute une série de marchés. Le marché parisien, lyonnais ou Toulouse sont très différents l'un de l'autre, mais ont une même caractéristique. Ce sont des régions sur lesquelles il y a une demande forte, parce qu'il y a de l'activité, parce qu'il y a de l'emploi potentiellement, et donc chacun a envie d'aller dans ces régions. Dans les villes de moindre importance, eh bien, la dynamique d'activité, d'emploi est moins robuste, moins forte, et donc le marché immobilier est de nature très différente par rapport à ce qu'on observe dans les grandes métropoles. Une fois ce point évoqué, on va revenir sur le marché national. On n'a pas fait de désagrégation régionale, mais ça donne quand même une bonne idée de ce qui se passe. Regardons donc d'abord les mises en chantier, les ventes, les stocks. Qu'est-ce qui se passe sur ces trois indicateurs? Premier point sur les mises en chantier. Vous l'avez ici sur ce graphique. Depuis une vingtaine d'années, c'est le cumul. J'ai pris ici le cumul sur 12 mois pour avoir une vision assez simple mais pertinente de l'évolution des mises en chantier. On s'aperçoit qu'il y a une bosse au début des années 2000. Tout le monde s'est mis l'immobilier a connu une période très active. Et puis on observe qu'aujourd'hui, eh bien, on est aux alentours, un peu en dessous même, de 350 000 créations d'emplois. C'est relativement faible. C'est un chiffre qu'on avait déjà dans les années 80. On était entre 300 et 350 000. Mais la population a augmenté de façon significative depuis cette période. Et donc on voit bien la fragilité qu'il y a. Il y a finalement assez peu de mise en chantier aujourd'hui. Le pic qu'on voit en 2012 correspond à la fin des lois Sellier, c'est-à-dire des avantages qu'il y avait eu. Donc les constructeurs ont construit jusqu'au bout, d'où ce pic. Mais effectivement, c'est revenu ensuite de façon assez basse au début de l'année 2013. Donc voilà, ça c'est le premier élément. Pas tant de mise en chantier que cela. Premier point. Deuxième point, l'évolution des ventes. Est-ce que les ventes ont progressé? Est-ce qu'elles sont fragiles? Eh bien, on observe ici sur le graphique que les ventes sont des données trimestrielles jusqu'au deuxième trimestre, avec une moyenne sur 4 trimestres. Eh bien, on voit que ces ventes sont fragiles. Elles ne sont pas très fortes, elles ne sont pas très robustes. On le voit ici sur le neuf. On pourrait regarder aussi les transactions, l'ensemble des transactions. On a des niveaux de transactions qui sont très faibles. Et quand on décompose ces ventes de maisons neuves, ces ventes d'immobilier neuf plutôt, eh bien on s'aperçoit que les appartements tiennent plutôt bien le choc, si je puis dire. Par contre, les ventes de maisons baissent de façon très significative. Il y a une distorsion assez marquée entre l'évolution des appartements, des ventes d'appartements neufs et l'évolution des maisons. Il y a une demande très faible finalement sur les maisons parce que probablement c'est le fait de ce que j'évoquais en introduction, c'est qu'on va plutôt sur les villes, là où il y a une dynamique d'emploi, d'activité. Donc ça, c'est le deuxième point, l'évolution des ventes. Troisième point, l'évolution des stocks. Dans cet environnement, est-ce que les stocks sont importants ou pas? Eh bien oui, les stocks sont importants. On le voit ici sur ce graphique. Vous avez en bâtonnet l'évolution des stocks. Et puis la ligne correspond au nombre de mois de vente en stock. Et on voit que le chiffre aujourd'hui est très élevé. On est aux alentours de 15 mois. C'est un chiffre important quand on regarde l'historique. Et donc il y a une situation un peu bizarre sur le marché immobilier. Il n'y a pas beaucoup de construction, pas beaucoup de ventes, des stocks importants, mais, et c'est là le point que je voulais évoquer, les prix restent plutôt élevés, à l'exception des maisons individuelles neuves. On voit ici, sur ce graphique, 4 indices de prix. Les prix dans l'ancien, en haut, ce sont les appartements, en dessous, ce sont les maisons anciennes, appartements anciens, maisons anciennes. Tout ça se tient plutôt bien. Les appartements neufs se tiennent plutôt bien, mais il y a effectivement une fragilité sur les maisons individuelles neuves. Là, il y a une demande qui affaiblit de manière très, très significative et on voit bien cette distorsion. Alors, on pourrait regarder l'évolution de ces prix en pourcentage du revenu en comparant avec l'évolution du revenu des ménages parce que c'est un indicateur important.
qu'est-ce que je peux, moi, quand je veux acheter ma maison, comment a évolué mon revenu par rapport au prix de ma maison. Et donc, on peut le voir ici sur ce graphique. J'ai repris les quatre prix que j'ai divisés par l'évolution, par le revenu des ménages. Et on voit que acheter dans l'ancien coûte aujourd'hui très cher parce que, notamment quand on est primo-accédant, on n'a pas de bien à mettre en face, si je puis dire, à mettre comme apport. Et donc, l'effort financier est considérable. En d'autres termes, malgré ce déséquilibre qu'on constatait sur l'offre-demande, hein, sur une offre qui n'est pas exceptionnelle, mais des stocks qui sont très importants, des ventes qui ne sont pas très fortes, eh bien, à l'exception des maisons individuelles, tous les prix restent relativement élevés. Et c'est cette situation qui devrait évoluer, mais qui a du mal à évoluer pour une raison simple, c'est que comme tout le monde se concentre plutôt sur les grandes villes, ça crée une pression, ça maintient des prix assez élevés dans les villes, et c'est ce qu'on observe quand on regarde les grands indices de prix. Donc voilà, on est sur un marché immobilier encore déséquilibré. Alors, si on voulait faire une comparaison pour conclure, c'est la comparaison entre l'évolution de l'immobilier, du CAC 40, des revenus des ménages et de l'inflation. J'ai tout mis, vous voyez sur le graphique, ici on regarde l'évolution et on observe que la hiérarchie est très, très claire. Les prix de l'immobilier ancien, ça c'est de l'ancien, sont à un niveau très élevé par rapport à l'évolution du CAC 40 hein, que j'ai pris ici hors réinvestissement des dividendes. On voit l'écart tout à fait considérable. Et puis en dessous, l'évolution du revenu des ménages et encore en dessous, l'évolution de l'inflation. Donc on est dans une logique où l'immobilier a été et reste un placement finalement très, très rentable hein, quand on regarde l'évolution de ces indicateurs. Je vous remercie.